Si tu contre, j'aime bien que tu parles quelque chose qui est profond en toi. Et D'accord, qu'est-ce que les gens, que tu ouvres ton cœur et en fait tu parles en vrai. Comment ça se passe en vrai. Pas comme les gens d'accord, le pensent, mais toi. ça Donc, marche, pas de souci. mon première question. Euh, le statistique des gardiens de but l'année 2002-2003 chez les garçons, les 5 meilleurs, j'ai pris 5 meilleures statistiques et je l'ai fait une moyenne. Donc, c'était 42,44% de la saison. Mhm, 2010-2011, c'est 37,4. mhm. Et 2019-2020, c'est 34,9. À ton avis, d'où ça vient cette dégradation négative au niveau des pourcentages? Bah, elle est toute simple, c'est le jeu rapide. Tous les entraîneurs prônent le jeu rapide et oublient quelque peu la défense. Donc forcément, on prend plus de contre-attaques. Le jeu va plus vite aussi. Donc les engagements rapides ont fait qu'on prend plus de buts. Si tu regardes bien entre 2003-2004, comme tu as dit, et maintenant, avant, on était aux alentours de 24-25 buts et maintenant, on est entre 30 et 35. Donc fatalement, ça se répercute sur les pourcentages et la réussite du gardien. Et moi, je vais rebondir, et peut-être il a plus de buts parce que les gardiens de but, ils sont moins efficaces. Ils sont moins efficaces parce qu'on prend plus de buts et que il y a le jeu à 7 qui est rentré en jeu, ce qui fait que le gardien fait autre chose que de faire que gardien. Quand on est un de moins sur le terrain, le gardien sort et c'est un joueur qui rentre. Tout le monde est parodé dans le jeu pour que le joueur sorte et que le gardien ait largement le temps de rentrer dans sa cage, de se reconcentrer sur l'attaque qui va arriver. Aujourd'hui, on est dans la précipitation et forcément, on est moins efficace qu'avant. D'accord, ok. Euh, Comme tu vas jouer le match, est-ce qu'il a un but qui ne t'autorise pas à toi prendre? Euh, on dit toujours pour un gardien, le chab ou la roucoulette, je ne prendrai pas. Et en fait, pour moi, ça reste toujours un but comme un autre. Donc moi, tu m'as dit de parler moi personnellement, donc je te Oui, dis mon ressenti. Un chab ou une roucoulette, pour moi, peu importe. Les choses à ne pas prendre, c'est quand je sais que ma défense a fait le nécessaire. Quand par exemple, il contre au deuxième poteau et que moi, je suis pas au premier, là, ça, j'ai pas le droit de prendre. Après, c'est vrai que dans le haut niveau, des joueurs sont capables largement de tirer au deuxième poteau, même s'il y a le contre. Mais quand la défense a vraiment bien travaillé, ça, on doit pouvoir l'identifier clairement. Et c'est le travail de gardien de but. On doit être au premier poteau. Voilà. Ou quand j'y suis et que je le prends quand même. Voilà. Ça pour moi, c'est inadmissible. Ou les tirs de l'aile avec pas beaucoup d'angle. Ou alors encore mieux, quand je décide moi-même de dire au défenseur, laissez-moi ce tireur. Et généralement, ça marche bien. j'ai une question. Tu regardes les vidéos avant le match? Alors, quand j'ai commencé tout jeune, j'ai commencé avec Bruno Martini devant moi, pardon. Et il m'a déconseillé la vidéo. Il m'a dit, tu es encore jeune et tu n'as pas besoin de la vidéo tout de suite. Tu dois avoir beaucoup plus de repères dans le jeu et tu dois faire beaucoup de jeux, beaucoup d'entraînement. Et ensuite, tu verras si tu as besoin de la vidéo. Alors, sincèrement, la vidéo, j'en fais pas des masses. Parce que on l'a prouvé à Toulouse avec l'analyste vidéo. Ma première année, donc on était à fond sur la vidéo parce que ça peut référer aussi au coach qui est strict dans ce qu'il demande alors qu'il n'a pas la même perception de l'autre côté. Mais quand on regarde les tireurs, on va dire un arrière gauche, 80% de ses shoots, c'est au deuxième poteau. Mais nous, il nous interdit d'aller au deuxième. Donc je trouvais ça stupide. Ou alors il y avait une autre situation où le tireur, il tire toujours au deuxième et contre nous, il tirait au premier. Donc on s'est retrouvé complètement paralysé par ça et par rapport à notre défenseur, qui lui n'est pas le même qu'un autre, qui n'est pas quand on fait une vidéo, ils ont un défenseur central.
Il est peut-être plus doué ou moins doué, j'en sais rien. Mais en tout cas, il travaille pas de la même manière qu'avec nous. Donc, la vidéo à petite échelle, pas en faire un bouquin et des statistiques. Moi, je pense, attends, je vais m'asseoir. Moi, je pense, qu'est-ce que tu vas répondre aussi à ça? Moi, je pense que les gardiens de but aujourd'hui, le pourcentage moins élevé, enfin très en baisse, parce qu'ils regardent beaucoup les vidéos. Qu'est-ce que tu penses? Ça arrive. Ah, mais je te rassure, hein, j'ai déjà fait, allez, j'ai passé 2 jours à faire une vidéo. On monte jouer à Dunkerque, j'ai fait 2 arrêts. Je suis rentré de Dunkerque, j'étais dégoûté. J'ai dit, putain, j'ai bossé pendant toute la semaine, j'ai fait 48 heures de vidéo, et j'arrive, je me rate. J'étais à l'opposé de tous les impacts que j'avais vus. La semaine d'après, j'ai dit, bah, franchement, j'en ai rien à faire. Je fais pas de vidéo. Donc j'arrive avant le match, le coach me pose la question, il m'a dit, t'as vu un peu les tireurs? J'ai fait, non. Et là, j'ai fait 14 arrêts. Donc, comme d'autres fois où j'ai pas fait la vidéo et j'ai fait 2 arrêts aussi. Enfin, il n'y a pas de vérité non plus. Mais en tout cas, c'est vrai que ça m'a stressé, ça m'a vraiment le fait de faire beaucoup de vidéos m'a cloîtré dans un dispositif visuel que j'ai vu. Alors qu'en fait, gardien de but, c'est aussi de l'instinct et c'est en fonction de ce qui se passe devant lui et pas forcément de ce qu'il a vu pendant 48 heures. Voilà, c'est mon avis. Merci beaucoup. Avec plaisir. Mhm. Chacun, il m'a dit, je regarde 4-5 fois vidéo avant le match. Et mon question, alors, il est où cette aide des vidéos avec les statistiques qui honnêtement baissent parce qu'il est fille, il a 8% d'écart quand même. Je pense que ceux qui font la vidéo et tout se défend. Tout se défend, mais généralement, ce que j'ai pu m'apercevoir au long de ma carrière, c'est que quand on fait la vidéo, c'est pas forcément les 40 premières minutes. Mais la vidéo, elle va servir pour les 20 dernières. Parce que le joueur, lui, il va être un peu essoufflé, fatigué, donc il va retomber dans ses travers à lui et ses habitudes. Donc forcément, oui, ok, d'accord, avoir une tendance, que le gardien lui-même fasse la vidéo, je suis pas trop fan, mais que l'entraîneur gardien, lui, la fasse, mais qu'il ne dise pas à son gardien, euh, il tire tout dans là. Non, il a une tendance, voilà, une tendance au deuxième poteau, en bas plutôt. Ah, c'est un mec qui tire plutôt par en dessous, voilà. Des petits renseignements qui peuvent l'aider. Et ça mettra le gardien encore plus concentré parce qu'il ne va pas savoir exactement où c'est. Du coup, sa concentration va décupler. Alors que quand on fait la vidéo, la concentration diminue parce qu'on pense avoir acquis une vérité, alors que la vérité, elle est sur le terrain. Donc, tu parlais des coachs de gardiens de but, c'est-à-dire que pour toi, c'est quoi? Normalement, c'est un métier qui n'existe pas en France. Eh ben, on est en train de le faire développer et c'est très très important. On dit que le handball c'est un sport collectif, mais gardien de but, ça reste quand même un sport individuel. Dans une équipe collective, c'est très à part. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience de l'intérêt d'avoir un entraîneur gardien dans un club. C'est en train de se développer quasiment partout. Et c'est pas pour rien parce que les performances d'un gardien, c'est presque 40-50% de l'équipe. Donc, s'il n'y a pas d'entraîneur spécifique pour cette personne-là, on se trompe. Je pense que ça va être l'avenir. Il y aura de plus en plus d'entraîneurs gardiens. Je déplore juste qu'il n'y ait pas une école de gardiens en France, une vraie, qui puisse permettre aux jeunes gardiens de progresser et d'avoir des bases solides. Pour toi, c'est un avantage ou c'est un inconvénient qu'il n'y a pas d'école? C'est un inconvénient. Il faut qu'il y ait une école. On entend parler de l'école yougoslave, de l'école scandinave. Et c'est quoi l'école française? C'est un mix de tout. Et effectivement, c'est un mix de tout. On est entre des gardiens qui plongent très rapidement en bas, à l'image de Samir Belhassen par exemple. Puis on a des gardiens qui sont plus debout, moins agressifs. Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Mehdi Arbaoui, par exemple, de Istres.
Après, on a un mix. Voilà, on est entre je reste debout, je bouge pas trop et je suis explosif et je glisse très vite en bas. Donc, il faut qu'on arrive à les faire travailler pour faire développer aussi par rapport au gabarit. Parce qu'un gardien comme Rémi Desbonnets ne peut pas faire la même chose que Mehdi Arbaoui, par exemple. Ouais, en fait, maintenant, comme tu parles, c'est-à-dire qu'avoir une école, c'est enfermer dans quelque chose des gens qui peut-être pas forcément adaptés à cette école. Et peut-être de n'y pas avoir une école, c'est justement à donner une liberté un peu culturelle à chacun à trouver des trucs qu'il veut. Après, c'est l'école qui va décider et il faudrait qu'il y ait de bons entraîneurs pour les guider. Donc, je sais que chez les Hugo, il y a deux écoles différentes. Il y a les grands qui font plus de 2 mètres, ils s'entraînent à part. Et il y a les plus petits qui s'entraînent à part aussi et de manière différente. Donc, quand on voit Sterbich qui bouge pas dans sa cage, puis Vénio Lozert qui est un peu plus explosif, je peux le dire parce que j'ai joué avec lui. Donc, et c'était des pas différents. Donc, Vénio il avait toujours besoin de sortir un peu plus de sa cage. Alors que quand on voit les autres Hugo, ils sont très proches de leur ligne, quoi. Je reviens vers cette question de l'école parce que ça m'intéresse. Pourquoi enfin, j'ai une question. Donc, quel avantage qu'elle a une école française? Quel avantage? Ben, de faire sortir plus de gardiens performants en France. Parce que généralement, les gardiens, ils sont un peu laissés pour compte quand ils ont 12, 13, 14 ans. C'est un peu généralement la dernière personne qui va aller dans la cage. Alors que c'est pas une conviction, c'est pas une motivation personnelle, ou c'est très rare. Ensuite, quand on arrive en pôle espoir, ils n'ont pas forcément toutes les bases, ou ils sont pas éduqués forcément par les personnes qui connaissent ce poste-là. Ils sont généralement entraînés par quelqu'un qui supervise tout le secteur pour l'espoir et qui n'a pas forcément les compétences pour donner les bonnes billes aux gardiens. Et généralement, les gardiens éclosent par leur qualité intrinsèque, quoi, et pas forcément parce qu'ils ont travaillé sur de bonnes bases. Et toi, tu es un entraîneur au pôle espoir. Tu commences par quoi? Tu Le, l'entraînes comment? Bah déjà, ça dépend de sa taille. Oui. Mais dans un premier temps, tout le monde le fait, effectivement, ça reste universel, mais la motricité pour un gardien est très importante. Ça, c'est savoir dissocier le haut et le bas. Je pense que c'est le point commun de tous les gardiens. Et après, c'est le positionnement dans la cage. Un gardien qui est plus grand n'aura pas forcément besoin d'être à 3 mètres de ses poteaux, alors qu'un plus petit, il aura besoin de plus de repères dans la zone, parce qu'on se repère aussi forcément à la zone. Il sera obligé de sortir un peu plus pour couvrir les angles. Ce qui fait que les déplacements ne sont pas du tout les mêmes. Et je pense que ça, c'est pas quelque chose qui est montré au Pôle Sport, par exemple. D'accord. Donc, tu commences des chronologies. Tu commences par développement corporel, placement, c'est ça? Oui, tout à fait. Le placement, c'est le plus important. Quand j'essaie d'entraîner un peu les gamins du club, limite, je leur mets un bandeau dans les yeux et je leur demande d'aller de poteau à poteau pour que leur pas soit leur référence dans un premier temps. C'est-à-dire que tous les déplacements qu'ils vont faire, il saura exactement où est-ce qu'il est. Entre je fais une parade d'un côté, il faut que je parte de l'autre côté. Tu n'as pas le temps de regarder l'autre poteau, mais c'est tes pas qui vont te guider. Et une fois que tu as enlevé le bandeau, c'est le visu de la zone qui va te permettre d'être le mieux placé par rapport à ta cage. J'ai déjà vu des gardiens faire des parades, ils étaient à 1 mètre décalés, quoi. Enfin, la parade était bonne, mais le placement n'était pas bon. D'accord. Donc, tu fais développement corporel, placement et après? Et après c'est la réaction, la réactivité. Donc, il y a plein de petits travaux à faire sur la réactivité avec des balles de tennis ou avec des plots pour travailler les réflexes. Là, on commence à développer aussi le jeu avec les lumières où il faut vite intervenir sur les couleurs. Euh, Avant, on n'avait pas ça, mais là, ça commence à se développer et je trouve que c'est très, très intéressant. D'accord. Et tactique de jeu et tout ça, tu fais quand? Comment ça, la tactique de jeu? Bah, tactique de jeu pour le gardien de but. Arrêter les ballons.
Non, mais moi, je dis les tactiques des jeux, ils développent eux-mêmes parce que chacun, il va voir les siennes. Non. Ah non, moi, il faut que je fasse le plus d'arrêts possible. J'ai pas de. Après, moi, je suis quelqu'un de très offensif. Donc, j'ai la volonté d'aller très vite à la récupération de la balle. Parce que le jeu aujourd'hui veut ça, c'est-à-dire vite monter les ballons. Avant, un gardien il faisait son arrêt et c'était fini. Après, il prenait son temps. Sauf que là, il y a des équipes contre qui on joue qui ont du mal à replier et du coup, vu qu'on est le premier attaquant, on doit vite se projeter vers l'avant. Donc vite courir chercher le ballon et vite relancer. Est-ce que c'est une tactique de jeu? Je ne sais pas, mais Non, tactique des jeux, il parle des fermer à droite, tirer à droite, fermer premier poteau, par exemple. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. oui, ouais, d'accord. Ah bah ça c'est de la logique quelque part. C'est-à-dire si c'est un droitier à droite, on sera pas bête pour aller l'emplâtrer, on le laisse tirer. Un droitier à droite parce que son angle est très fermé. Et effectivement, Oui, quand on voit un droitier à droite, on le laisse tirer. oui, mais toi, Oui, dans si. les buts, tu fais quoi? Tu fais tout pour n'y pas prendre premier poteau et tu fais un parade. Ah, la situation la plus difficile pour un droitier à droite, c'est d'aller chercher le deuxième poteau. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est rester pas trop au deuxième, mais un petit peu. Et lui ouvrir justement ce premier poteau. Pour que justement, il soit dans la galère au moment où il va déclencher. Moi, je vais fermer le premier poteau. Alors que si je suis au premier poteau, avec la vitesse et l'envergure qu'il a, il peut me dépasser. Il peut aller plus vite que moi. Alors que si je suis déjà pas loin placé du deuxième, si je vois que son action va pour aller au deuxième, je suis déjà placé. Mais si je vois que sa morphologie fait que son bras reste tendu, je pourrais fermer le premier et l'arrêter. D'accord. Comme tu gaules de l'aile, est-ce que tu fais tout pour éviter les buts premier poteau? Ah, ça, j'ai morflé quand j'étais plus jeune. Pas premier, pas premier, pas premier. C'était les coachs qui interdisaient les buts premier poteau. Après, c'est un feeling qu'il faut avoir et il faut voir qui c'est qui est en face. Il y a des ailiers avec pas beaucoup d'angle, ils vont tirer de deuxième lucarne facilement, quoi. Et d'autres, ils vont pas y arriver. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On reste au premier poteau. Mais ça dépend aussi des caractéristiques des tireurs qu'on a en face. Donc, tu Et restes après, premier poteau. Comme tu gaules, tu fais tout pour rester premier poteau. il faut bien, parce qu'il faut d'abord l'obliger à y aller à ce deuxième. Et c'est après, quand il a beaucoup d'angles, je préfère déjà être au deuxième. Tu vas sur les Parce que bras. généralement, oui, parce que si quand il a beaucoup d'angles, je préfère lui laisser le premier pour la simple et bonne raison que au moment où il prend sa balle, le joueur, il doit faire ses 3 pas. Il a beaucoup d'angles, donc il va donner toute son énergie pour sauter le plus loin possible. Mais moi, j'y suis déjà au deuxième poteau. Sauf s'il est très malin et qu'il a vu que j'étais loin du premier poteau. Mais c'est encore, c'est le jeu entre tireur et gardien de but, quoi. 15 secondes à la fin des matchs. Il y a un match très important. Et ton coach, donc toi, tu es en possession du ballon, tu as récupéré le ballon. Et Mhm. l'ailier qui est parti en contre-attaque. Et ton coach, il t'a dit stop. Et toi, tu vois que tu peux donner. Tu conduis en fait là? Ouais, il faut que je parte. Faut que j'aille récupérer le petit. Mais oui, 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 ça, je l'ai déjà entendu plusieurs fois par les joueurs, par les entraîneurs. Euh, moi, je lance. Moi, je lance parce que je pars du principe que ça reste quand même un but facile. Après, ça m'est déjà arrivé d'avoir relancé et qu'il ait raté. Et du coup, contre-attaque, on a pris le but. Donc, tu assumes. Donc j'assume. C'est comme les fois où nous sommes à +2, il est tout seul devant et je ne vais pas lui lancer la balle. Pour la simple et bonne raison que je préfère perdre du temps, comme je dis à certains, de faire un peu de cinéma. C'est-à-dire que crier, exulter, taper dans la main de son copain, etc., ben, ça fait quand même 10-20 secondes de perdu. Pour après partir sur une attaque
qui, elle, va durer 1 minute 30. Et c'est peut-être ça qui va nous faire gagner à la fin. Parfait. Écoute, attends.